C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes des radios juives de Paris. Et ce matin encore, la crise politique, juridico-politique, devrait-on dire, s'étale en première page des quotidiens israéliens, avec ce matin encore le sentiment que l'on reste dans l'impasse, et ce, en dépit de la nouvelle initiative du président de la Knesset, Yuli Edelstein, qui a décidé hier de prendre, si l'on peut dire, le taureau par les cornes et de tenter de rapprocher les deux partis ennemis ou adversaires, le Likoud et Bleu-Blanc, afin de tenter de former un gouvernement afin qu'il ne soit trop tard et que le pays ne soit précipité dans une troisième fois vers des élections, des élections législatives en moins d'un an. Tkouim, titre ce matin le Yediot Aharonot, c'est un mot en hébreu qui signifie totalement bloqué. Certes, pour la façade, on parle d'atmosphère favorable à la négociation entre les deux formations, mais concrètement, explique le Yediot Aharonot, les deux camps campent sur leur position et il n'y a pas le moindre progrès. On ne voit pas comment, dimanche, lors de la rencontre prévue entre négociateurs du Likoud et de Bleu-Blanc, on va parvenir à sortir de cet imbroglio. Même pessimisme ce matin à la une du Israël Hayom qui parle de chances infimes d'empêcher de nouvelles élections et qui souligne qu'en coulisses, les accusations mutuelles se poursuivent. Les quotidiens dans leur ensemble expliquent par exemple que Yair Lapid et Moshe Yaalon, 2 des 4 leaders du parti bleu-blanc, restent farouchement opposés à la formation d'un gouvernement d'union qui serait d'abord dirigé par Binyamin Netanyahou. On a beau leur expliquer du côté de M. Netanyahou que le Premier ministre ne restera en fonction que 5 ou 6 mois et que de toutes les façons, si l'on va vers de nouvelles élections législatives, il restera aussi Premier ministre pendant le même laps de temps. Les deux partenaires ne démordent pas, et alors que Benny Gantz aurait eu tendance à accepter donc d'aller vers un gouvernement d'union nationale avec le Likoud, même avec Binyamin Netanyahou, eh bien eux refusent catégoriquement, ce qui paraît-il serait de nature à frustrer profondément Benny Gantz. Les quotidiens se font également l'écho ce matin de la dernière déclaration de Binyamin Netanyahou hier soir, un post sur les réseaux sociaux. Dans ce post, le Premier ministre remercie les supporters qui ont pris part à la manifestation de mardi soir sur l'esplanade du musée de Tel Aviv. Vous m'avez ému, a dit le Premier ministre, avant tout de même de faire une précision importante. Je sais qu'il y aura toujours des médias qui tenteront de vous discréditer, mais sachez qu'il est important de respecter la loi, sans violence, sans incitation. Nous respectons la loi et nous respectons les tribunaux. Je suis certain que la justice le fera, a déclaré le Premier ministre, qui a tout de même estimé qu'il y avait eu de la part du parquet un comportement grave sur lequel il faudra dans l'avenir enquêter, et ce pour le bien de la démocratie. Votre soutien me donne de la force de continuer à me battre pour la défense d'Israël et de tous les citoyens d'Israël sans exception, et pour concrétiser des projets tels que l'instauration de la souveraineté israélienne sur la vallée du Jourdain, a déclaré hier M. Netanyahou dans ce poste de moins de 2 minutes. Les éditorialistes israéliens reviennent ce matin dans la presse sur la conduite du parquet dans les dossiers Netanyahou. Et dans le Haaretz de ce matin, un éditorial publié par Doron Koren, qui tranche, on peut dire, avec la ligne officielle du quotidien d'extrême gauche. Koren, dans son analyse, écrit que même si l'on soutient les actes d'accusation contre Binyamin Netanyahou, force est de reconnaître qu'il y a quelque chose de pourri au sein du parquet israélien. Dans le Israël Hayom, Mati Tourfeld déplore que le système juridique soit devenu aujourd'hui l'ultime et le seul décisionnaire dans la gestion des affaires de l'État, que le poids de la loi et des législateurs n'a plus vraiment d'importance. Quant à Ariela Ringelhoffman, elle appelle la classe politique israélienne à accélérer au maximum la tenue de ces troisièmes élections en réduisant les fameux 90 jours qui séparent l'annonce de ces élections de leur tenue, ce qui semble, de l'avis des experts israéliens, extrêmement difficile à concrétiser sur le plan technique. Les journaux et les sites d'information reviennent également sur la décision du ministre de la Défense, Naftali Bennett, de ne plus restituer les corps des terroristes palestiniens détenus par Israël à leurs familles, et ce tant que le Hamas ne restituera pas les corps des 2 soldats Oron Shaul et Hadar Goldin. Sur la chaîne i24 News, la mère d'Hadar Goldin, Léa, s'est félicitée de cette décision. Il faut désormais la rendre réalisable en exerçant des pressions sur le Hamas, a-t-elle dit. La décision de Bennett nécessite encore l'aval du cabinet restreint pour la sécurité nationale. Elle a d'ailleurs suscité la colère de Mahmoud Abbas et de l'autorité palestinienne. Le Yediot Aharonot nous informe par ailleurs que parallèlement à des regains de tension provoqués par les tirs palestiniens, israéliens et palestiniens seraient sur la voie d'un accord d'apaisement dans la bande de Gaza.
Ceci étant, le site Ynet annonce que des forces du génie de Tsahal ont détruit durant la nuit les maisons des terroristes qui ont assassiné Dvir Sorek il y a de cela plusieurs mois en août dernier dans la localité de Migdalos dans le Gush Etzion. Le Haaretz mentionne en évidence ce matin une information importante. En dépit de l'annonce du retrait des forces américaines du nord de la Syrie par le président Trump il y a 2 mois, il s'avère que des soldats américains sont toujours dans cette région et qu'ils mobilisent à nouveau les Kurdes afin de lutter contre les forces de Daesh dans l'est du pays. Et puis à propos de l'administration américaine, le Israel Hayom mentionne en manchette ce matin un extrait de l'entretien exclusif qu'il a obtenu avec le secrétaire d'État américain Mike Pompeo. Dans cet entretien, dont l'intégralité sera publiée demain dans l'édition du Shabbat, Mike Pompeo révèle « Nous savions qu'il n'y avait rien d'illégal envers la loi dans la construction des implantations juives de Judée et de Samarie ». Il a également affirmé que cette décision américaine de légaliser ces implantations était déterminante car, a-t-il dit, elle va servir de socle à de futures résolutions politiques dans la région. Il faut souligner qu'après cette décision américaine, on a appris qu'un accord de coopération entre Israël et les États-Unis inclura également les implantations juives de Judée et de Samarie. Restons dans le Israel Hayom avec un projet de loi déposé par Nir Barkat, l'ancien maire de Jérusalem et actuel député. Un projet de loi donc déposé à la Knesset en faveur de l'arrêt total et définitif de toute activité de l'UNRWA en Israël. Et puis le Yediot Ahronoth souligne que le président Rivlin poursuit sa visite en Angleterre et qu'hier il s'est entretenu avec le grand rabbin de Grande-Bretagne, le Rav Ephraim Mirvis, après que ce dernier ait publié, vous le savez, cette semaine dans le Times londonien, un éditorial accusateur en direction de Jeremy Corbyn, à qui il reproche son antisémitisme et de n'avoir rien fait pour juguler ce fléau qui s'étend dans tous les rangs du Labour britannique. Votre voix claire et votre leadership nous remplissent de fierté, a déclaré le président Rivlin au grand rabbin Mirvis. Par contre, du côté de Corbyn, pas le moindre examen de conscience à moins de 2 semaines des élections. Il n'a pas, dit-on, l'intention de s'excuser auprès de la communauté juive, une communauté juive britannique qui redoute donc l'élection de Corbyn dans moins de 2 semaines maintenant. Voilà, c'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Kalita.